votre conscience. Chacun de vous va retourner chez soi aujourd'hui avec cette petite graine-là qui va germer dans vos têtes et dont les racines vont s'approfondir dans le sol de Côte d'Ivoire et dont les branches vont étendre leur ombre sur toute la Côte d'Ivoire. Et dont le toit ou le sommet va tutoyer les cimes. Une Côte d'Ivoire arrive. Une autre Côte d'Ivoire arrive. Depuis 1990, on danse la même chanson. Aïe, on est fatigué maintenant, non? Depuis 90, nous dansons sous la même chanson. Le même rythme de tam-tam. Avec les mêmes danseurs. Il y a un autre son qui arrive. Il y a une autre musique qui arrive. Cette musique-là, elle réjouit le cœur. Cette musique-là, elle donne confiance dans l'avenir. Cette musique-là, elle appelle tous les enfants de Côte d'Ivoire. Cette musique-là, elle vient pour supprimer toutes les frontières entre les Ivoiriens. Cette musique-là, elle vient pour abattre le tribalisme. Cette musique-là, elle vient pour abattre la politique pour soi. Elle vient pour faire la politique pour les Ivoiriens. Elle vient pour mettre les Ivoiriens au cœur de leur pays. Elle vient redéfinir une nouvelle place pour les Ivoiriens. Cette musique-là a commencé depuis 10 mois. Et progressivement, elle va étendre son nombre sur toute la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, je vous donnerai une réponse claire. Tout à l'heure, je vous donnerai une réponse claire. Parce que ce pays-là, il appartient à chacun de ses enfants. Ce pays n'appartient pas à une catégorie d'individus. Ce pays n'appartient pas à une ethnie. Ce pays appartient à chaque Ivoirien. Qu'il soit du nord, qu'il soit du centre, qu'il soit de l'ouest, qu'il soit de l'est, qu'il soit du sud, ce pays appartient à chaque Ivoirien. Il n'y a pas des gens qui sont nés pour gouverner. Et puis d'autres qui sont nés pour souffrir et pour se soumettre. Il n'y en a pas. C'est l'entrée en matière. Alors, oui, Kirikou est petit, mais il sauve le village. Kirikou est petit, mais il sauve le village. Kirikou combat la sorcière Karaba. Et Kirikou réussit à vaincre Karaba. À faire de Karaba une personne de bonne moralité. Une personne aimable. Une personne qui aime son pays. Chers amis, chers Ivoiriens, ouais, il y a du vent frais. Il fait même plus chaud. C'est vrai, non? Nous sommes réunis à Yopougon. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus planter une graine. Non pas dans une terre stérile, mais dans le sol le plus précieux et le plus fertile qui soit. Votre conscience. Ce discours-là, vous devez l'enregistrer. Et après, le réécouter à la maison. Faites-le écouter à vos amis. Faites-le écouter à vos femmes, à vos copines et aussi à vos maîtresses. Allez! Allez! Les femmes vont se fâcher. Cette graine-là
destinée à éclore de façon prodigieuse dans l'esprit de chaque Ivoirien, est une promesse de transformation profonde de notre société. Elle portera le souffle d'un renouveau qui, je l'espère, mettra fin aux décennies marquées par la médiocrité, la violence et l'injustice, la division et le règne des ethnies au pouvoir, au détriment du projet de construction d'une véritable nation unie dans sa diversité. Mon message, chers compatriotes, ne porte pas sur nos anciens présidents. Henri Konan Bédié, que son âme repose en paix, ou Laurent Gbagbo, ni sur l'actuel président Alassane Ouattara, qui depuis 15 ans est aux commandes de notre pays. Je ne suis pas ici pour évoquer leurs réussites ou leurs échecs. Chaque dirigeant a accompli ce qu'il pouvait pour la Côte d'Ivoire, dans le contexte qui était le sien et en fonction de son histoire personnelle et de son éducation. Je suis ici pour vous parler de vous-même, de l'avenir de vos enfants, de l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Je suis ici pour vous informer que le pouvoir public appartient au peuple, donc à chacun de vous, et qu'il suffit que vous le décidiez pour que les choses changent. Je suis ici pour vous parler de la construction d'une nation où les populations ne se distinguent plus par rapport à leurs ethnies, mais en rapport aux valeurs de la République unie et indivisible. Je suis ici pour parler de cette Côte d'Ivoire où règne une unité dans la diversité, où nous bâtissons ensemble une société plus juste, garante de nos droits, protectrice de nos libertés. Je suis ici pour que nous puissions ensemble répondre à une question importante. Dans un pays où tout tremble depuis 30 ans, mais rien ne change, quel est le modèle de société que nous voulons bâtir nous-mêmes et transmettre en héritage à nos enfants? Quelle est cette société-là? Quelle sera la place de chaque fils et de chaque fille de la Côte d'Ivoire dans cette nouvelle société? Chers citoyens, pour aborder cette interrogation, permettez-moi de vous dépeindre l'intérieur du tableau de la Côte d'Ivoire actuelle. Notre pays est beau de l'extérieur, mais profondément sale à l'intérieur, avec un terrifiant effondrement des valeurs morales et républicaines qui font la force des grandes nations. Notre pays s'est installé depuis 30 années dans une débâcle morale qui s'est accélérée avec la crise militaro-politique de 2002 à 2011 et sous l'effet conjugué de pratiques politiciennes destructrices qui ont poussé les Ivoiriens à ôter froidement la vie à d'autres Ivoiriens. En effet, voilà plus de 30 ans que la classe politique de notre pays sème discorde et division parmi les Ivoiriens, favorise les ethnies au détriment de l'unité nationale, célèbre l'exclusion, manipule la justice et érige en système la corruption, les injustices et les inégalités. Merci. Notre jeunesse, mal formée, nourrie à la mamelle de la fraude scolaire et de la violence, étranglée majoritairement par le chômage, malgré les efforts réalisés, discriminée dans l'accès aux emplois publics par voie de concours administratifs, ne sait plus à quel dirigeant se vouer. Notre jeunesse s'abîme dans la drogue, se nourrit de fausses valeurs et de faux modèles et se désintéresse de la gouvernance publique parce qu'elle ne croit plus en rien, parce qu'elle n'a plus de modèle. Si l'horizon n'est plus porteur de promesses, de réussite et de dignité, que reste-t-il à notre jeunesse? Que reste-t-il à nos populations? Depuis plus de 30 années, mensonges, trahisons
et alliances opportunistes se sont tissées sur le dos des Ivoiriens, dont la souffrance est devenue le carburant qui alimente le bonheur des politiciens. Le poison du clanisme et des ethnies a gangréné notre système politique. Ce poison s'est introduit jusqu'au cœur de notre système éducatif, sapant le niveau scolaire de nos enfants, enseignés par des formateurs découragés, dont certains préfèrent s'exiler avec leurs compétences pour les mettre au service des enfants des pays développés. En ce moment précis, j'ai une pensée émue pour l'enseignant Ghislain Dugarry Assi. Ghislain Dugarry Assi a été emprisonné pour 24 mois. Il pensait naïvement, Dugarry pensait naïvement que la grève était un droit garanti par notre constitution. Manifestement, les choses ont changé. Que Dugarry prenne courage. Car ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Aujourd'hui même, nous avons appris que les enseignants ont été méchamment ponctionnés. Il y en a qui ont perdu 50 000, d'autres encore ont perdu 200 000, d'autres ont perdu 150 000 francs. Et Allah. Pour 6 jours de grève, il y en a qui n'ont plus un euro dans leur compte. Je voudrais les appeler au courage, à se battre. Ce n'est rien ça. Tant qu'on a la vie, on peut mener les combats. Ce n'est rien. La loi de 1995 sur les modalités du droit de grève en Côte d'Ivoire, prise dans un contexte de répression contre l'opposition politique, est une loi scélérate, anticonstitutionnelle, qui a supprimé le droit de grève dans notre pays. Il s'agit d'une loi anti-grève que les régimes successifs n'ont pas osé abroger parce qu'elle arrangeait leurs intérêts. Dans la Côte d'Ivoire des libertés qui arrivent, nous allons abroger cette loi-là. Cette loi sera abrogée. Chers citoyens, chères citoyennes, la fierté de l'Ivoirien a été progressivement étouffée, au point où la place même des Ivoiriens dans leur pays est devenue problématique. Les Ivoiriens ne savent même plus où ils sont. On leur demande de ne même pas dire qu'ils sont Ivoiriens. Quelle est aujourd'hui la place des Ivoiriens dans leur pays? Voilà une question à laquelle nous devons répondre. Depuis plus de 3 décennies, l'analphabétisme et l'ignorance des masses représentent une précieuse ressource pour la prospérité des acteurs politiques ivoiriens. La pauvreté et le manque d'éducation au sein de nos populations alimentent et arrosent le bonheur de certains acteurs politiques qui exploitent ces faiblesses à des fins de renforcement de leur pouvoir et de leurs intérêts. Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, la confiance est devenue une denrée rare. Les mêmes responsables politiques installés depuis plus de 3 décennies se livrent à des luttes de pouvoir au détriment du peuple, le trahissant, le conduisant à la mort, tout en prétendant défendre ses intérêts. Combien d'Ivoiriens ont perdu la vie du fait de la politique et des élections dans notre pays depuis 1995 à ce jour? Des milliers de morts sans que jamais les responsables de tous les camps ne soient punis. Éprouvé par tant de déceptions et de souffrances, ce peuple de Côte d'Ivoire ne croit plus, pour une grande partie, ni en ses dirigeants, ni en ses institutions. En 2010, les acteurs politiques ivoiriens, la main sur le cœur et le cœur bien accroché, ont invité les Ivoiriens à se rendre dans les bureaux de vote pour désigner librement leur président. Sauf que
la désignation de ce président s'est transformée en un cauchemar, avec 3000 morts officiels. Des milliers d'Ivoiriens sont morts sans comprendre pourquoi. Depuis 2010 à ce jour, traumatisés par les violences électorales, plus de 4,5 millions d'Ivoiriens n'ont plus remis les pieds dans un bureau de vote. Je répète, depuis 2010, plus de 4,5 millions d'Ivoiriens n'ont plus remis les pieds dans un bureau de vote. Parce qu'ils ont totalement perdu confiance dans notre système électoral et dans nos institutions. Le peuple de Côte d'Ivoire doute de son service public de la justice, qui n'est, comme le dit Victor Hugo, nulle part, alors que la police est partout. Le peuple doute de sa constitution, soumise aux interprétations malveillantes de politiciens girouettes, de juristes malhonnêtes et extrêmement dangereux du fait de leur capacité extraordinaire. Du fait de leur capacité extraordinaire à sublimer la honte dans des déclarations qui érodent chaque jour un peu plus la confiance du peuple dans ces institutions républicaines. Depuis plus de 30 années, nous vivons dans une Côte d'Ivoire de l'ethnie roi. La Côte d'Ivoire des dirigeants qui incarnent des régions au lieu d'incarner l'État et le projet de construction d'une nation unie. La Côte d'Ivoire des pouvoirs exercés au bénéfice des ethnies et des clans au lieu d'être exercés au bénéfice du peuple dans sa diversité. Le peuple se frappe la poitrine de désespoir et appelle au secours devant la Côte d'Ivoire des injustices. Oui, la Côte d'Ivoire des injustices et des victimes abandonnées. Où prospèrent donc ceux qui commettent le faux. Chers citoyens, où est-il celui qui pourra arrêter la marche de l'injustice en Côte d'Ivoire? Où est-il celui qui va arrêter l'injustice en Côte d'Ivoire? Où est-il celui qui pourra arrêter l'effondrement moral de notre pays? Chers parents, chers amis, chers Ivoiriens, les injustices sont partout. Dans la recherche d'emploi, dans l'organisation des concours publics, dans la redistribution des richesses du pays, dans l'accès aux soins de santé, dans l'accès à une éducation de qualité pour tous, dans l'accès aux services publics de la justice. Partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, les Ivoiriens crient justice. On leur répond qu'ils sont dans l'émotion et que la justice se rend dans la sérénité et non dans l'émotion. Mais devant la monstruosité des injustices commises contre de nombreux Ivoiriens, dont Dame Touré Hélène et sa famille, et de bien d'autres victimes des expropriations de terres à Abidjan et à travers tout le pays, nous sommes submergés par l'émotion et nous crions. Où est la justice? Où est notre justice? Où est notre justice? Assurément, un dirigeant ne se laisse pas guider par ses émotions personnelles. Mais il puise dans les émotions de son peuple la force qui nourrit la décision publique. Et l'émotion du peuple est le carburant qui alimente l'action d'un procureur de la République qui ne vit pas en dehors de la société. Quant à notre administration publique, que peut-on en dire? Notre administration publique se révèle inefficace, honteusement politisée, dépensière et profondément corrompue, au point qu'elle rivalise désormais par la force des circonstances avec les entrepreneurs, ceux-là même qui créent la richesse, créent des emplois et soutiennent l'État par leurs impôts. En 2020, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, avait érigé la lutte contre la corruption en priorité de son mandat. La création, s'il vous plaît, la création
la création, quelques années auparavant, de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, de la Cour des comptes, puis plus tard, du pôle pénal financier, témoigne de cette volonté de traduire ses ambitions en actions concrètes. Ce qui a permis à notre pays de progresser dans le classement sur l'indice de perception de la corruption. Cependant, entre perception et réalité, une triste vérité persiste. La corruption gangrène notre administration publique, empoisonne le fonctionnement de notre société, s'enracine profondément dans le cœur de nos institutions, détruit la confiance du peuple et assassine le génie qui dort en chaque Ivoirien. La corruption en Côte d'Ivoire fait perdre aux caisses de l'État chaque année entre 1000 et 1600 milliards de francs CFA. Chers citoyens, avez-vous une simple idée de ce que l'on peut faire avec 1000 milliards par an au bénéfice des populations? Selon un rapport de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sur la perception de la corruption dans notre pays, rapport disponible sur le site de la Haute Autorité, 64% des autorités administratives de Côte d'Ivoire reconnaissent que le niveau de la corruption dans notre pays est grave. Même s'il faut nuancer parce que c'est une perception, mais c'est ce qu'ils disent. Selon ce rapport-là, les chefs d'entreprise estiment que la corruption en Côte d'Ivoire se situe à un niveau de gravité élevé, voire très élevé. Quant aux acteurs de la société civile, ils affirment que la corruption en Côte d'Ivoire est à un niveau très très grave. Concernant la perception de la corruption au sein des trois pouvoirs de l'État, l'exécutif, le judiciaire et le législatif, les acteurs, selon le rapport, trouvent que le pouvoir judiciaire est le pouvoir le plus corrompu et le pouvoir législatif comme étant le moins corrompu. C'est le rapport qui le dit. Oui, après la justice, et toujours selon le rapport, les acteurs de la société civile, les chefs d'entreprise estiment que la seconde structure la plus corrompue est la police. Et la troisième structure est l'exécutif, donc le gouvernement. C'est le ressenti, c'est la perception des Ivoiriens selon le rapport. Oui, selon la haute autorité, les Ivoiriens considèrent que leur pays est trop corrompu. Et qu'après le gouvernement, la justice et la police, viennent les hôpitaux publics et les impôts. Chers compatriotes, face à ce tableau, ADCI se présente comme une lueur d'espoir, avec sa société de confiance que je m'en vais vous présenter. Mais avant cela, prenons un instant pour reconnaître que tout n'est pas sombre en Côte d'Ivoire. Parce que la politique consiste aussi à dire la vérité, à dire ce qui est vrai. Donc tout n'est pas sombre en Côte d'Ivoire. Parce qu'à ADCI, nous faisons la politique en reconnaissant qu'il y a des choses qui avancent. Au cours des 15 dernières années, notre pays, épargné par des conflits et des crises politiques, a pu bénéficier d'une stabilité relative, permettant des avancées positives dans divers domaines. Cela démontre clairement que la stabilité est la clé du développement. Quand un pays est en guerre, quand un pays est en crise, on ne peut pas asseoir de politique crédible de développement. Dans le secteur des infrastructures routières, des progrès importants ont été accomplis, c'est vrai. En matière de santé, nous avons vu la construction de nouveaux centres de soins et l'amélioration des équipements disponibles, c'est vrai. Concernant l'éducation, des avancées significatives ont été réalisées à tous les niveaux, du primaire au supérieur, en termes de construction d'infrastructures d'accueil. C'est vrai. Reconnaître les avancées est essentiel, car faire de la politique, c'est aussi saluer les initiatives positives mises en œuvre par ceux qui gouvernent et qui dirigent le pays avec notre argent, avec votre argent. En matière de lutte contre la pauvreté, des efforts ont été réalisés, faisant passer officiellement
le taux de pauvres de 55% en 2011 à 37% en 2024. Mais, écoutons, mais en valeur absolue, la pauvreté demeure trop forte dans notre pays. Et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. En effet, en 2011, il y avait 12 millions de pauvres en Côte d'Ivoire pour 23 millions d'habitants. Aujourd'hui, malgré les efforts accomplis, il y a encore 11 millions de pauvres pour 29 millions d'habitants. C'est-à-dire des gens qui vivent avec moins de 22 000 francs par mois. Il y a dans des zones en Côte d'Ivoire où le taux de pauvreté est extrême et aussi entre 60 et 70%, voire 90%. Par conséquent, les avancées observées, bien que encourageantes, ne suffisent pas. Dans un climat de paix, n'importe quel régime peut entreprendre de grandes initiatives. Mais la construction d'une nation ne se limite pas à empiler des briques ou à couler du béton. Il en faut bien plus. Et c'est ce que nous entendons proposer avec la création de ADCI. Chers citoyens, chères citoyennes, avant tout, notre vision repose sur la valorisation des ressources humaines, la création d'institutions robustes, l'établissement d'un état de droit crédible et la conception d'un modèle sociétal qui reflète nos aspirations profondes au bonheur. Ces aspirations au sein d'ADCI sont claires et directes. Nous voulons bâtir une nouvelle société ivoirienne, plus juste et plus respectueuse de la valeur humaine et de la vie. Cette ambition prend forme dans notre concept de société de confiance. Imaginez une société d'excellence qui unit tous les enfants de la Côte d'Ivoire, sans aucune exclusion, offrant un accès équitable aux emplois publics et un partage juste des ressources nationales. Écoutez bien, dans la société de confiance, il n'y a pas de barrière politique et les adversaires ne sont pas écartés à l'ombre des lois. Dans la société de confiance, il n'y a pas de barrière politique et des adversaires politiques ne sont pas écartés à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice, ainsi que le dirait Montesquieu. En ce moment précis, je voudrais dire solennellement ce qui suit. Dans un pays qui se donne le nom de République, il n'y a rien de plus dangereux que de réduire les choix du peuple dans la désignation de ses dirigeants. En 2000, les choix du peuple de Côte d'Ivoire ont été réduits par des calculs politiciens. Ceux qui l'ont fait ont eu des problèmes après. En 2025, l'histoire se répète. Et chacun de nous sait qu'on ne peut pas répéter chaque fois les mêmes choses et espérer avoir des résultats différents. Laurent Gbagbo, écarté. Blé Goudé, écarté. Soro Diom, écarté. Tidiane Thiam, écarté. Assalé Teboko va-t-il être écarté aussi? J'appelle nos dirigeants à créer les conditions d'un nouveau dialogue républicain en terre ivoirienne cette fois-ci, au fin d'aboutir à des solutions qui garantissent le droit du peuple de Côte d'Ivoire à désigner ses dirigeants dans une large possibilité de choix. Je vous ai dit tout à l'heure que 4,5 millions d'Ivoiriens ne votent plus depuis 2010. Et ils sont découragés.
Et ils sont fatigués. Et il faut leur redonner espoir. Et il faut les inviter en 2025 à sortir pour aller voter enfin, pour changer le pays. La démocratie, c'est le choix de la majorité, c'est vrai. Mais c'est aussi et surtout le respect des opinions de la minorité. Et l'état de droit n'est pas qu'une simple incantation déclamée à la suite d'un conseil des ministres, mais le refus de l'arbitraire. Et il ne suffit pas de dire, nous sommes en train de construire un état de droit, alors que dans les faits, l'arbitraire est partout. Nous ne sommes pas d'accord. Dans la société de confiance, les responsables politiques et les dirigeants respectent profondément le peuple. Les dirigeants ne s'adressent pas au peuple avec arrogance et suffisance. Et ils incarnent l'intégrité. Eux sont des modèles inspirants pour la jeunesse, à travers leur parcours et leur impact positif sur la vie des membres de la communauté nationale. Dans la société de confiance, aucune ethnie ni aucune région n'a des privilèges par rapport aux autres. Les dirigeants, ils travaillent pour l'ensemble du peuple et non pour un groupe ou une région particulière. Dans la société de confiance, la corruption est l'ennemi du peuple. Et ceux qui s'y abandonnent rendent des comptes au peuple. Dans la société de confiance, personne ne peut détourner l'argent du peuple et ne recevoir comme sanction qu'un déplacement d'un poste à un autre. La société de confiance est une société de droit qui combat l'arbitraire et dans laquelle personne n'est privé de sa liberté sur la base de simples présomptions. Dans la Côte d'Ivoire, des libertés qui arrivent, des arrestations brutales, traumatisantes, comme ce que Ghislaine Dugarry a vécu sous les yeux terrorisés de sa femme et de ses enfants, ne seront plus tolérées. Dans cette Côte d'Ivoire qui arrive, il sera impossible que, à 1h du matin, des policiers s'introduisent par la force et la violence dans un domicile paisible pour y extraire un citoyen qui ne représente aucun danger pour le pays. Un tel acte provoquerait immédiatement l'annulation de la procédure, la suspension des policiers concernés et la révocation du procureur ayant permis de telles dérives. Dans la société de confiance, les dirigeants ne font pas d'incantation avec la notion d'état de droit. Ils posent des actes concrets qui rassurent le peuple sur l'égalité devant la loi avec une justice équitable et non une justice ultra rapide dans certains cas et étrangement lente dans d'autres. Un exemple. Le 3 avril 2025, Damana Picasse, membre du PPACI, à ce jour, 26 avril 2025, soit plus d'un mois plus tard, je n'ai eu aucune suite à cette plainte documentée par des preuves. Je n'ai pas été convoqué pour être entendu et évidemment, Kome Bakari, sauf erreur de ma part, n'a pas été convoqué à la suite de ma plainte. Il y en a pour qui la justice est très rapide et il y en a pour qui elle se presse lentement. Dans la société de confiance que nous allons construire, les choses ne se passeront pas de cette manière. La justice sera la fierté du peuple, à côté des autres institutions dont la crédibilité fera progresser de 1 à 2 points notre PIB. Dans la société de confiance, les concours publics ne seront pas vendus.
Dans la société de confiance, les concours publics ne seront pas vendus aux plus offrants ou réservés majoritairement aux militants des partis politiques et certains fonctionnaires. Dans la société de confiance, les fonctionnaires et les hommes politiques ne seront pas plus riches que les entrepreneurs, les créateurs de richesses. Dans cette société-là, les hommes politiques n'auront que 5 minutes par jour au journal de 20 heures de la RTI. Et le reste du journal sera consacré à ceux qui créent les richesses et font bouger la Côte d'Ivoire. On ne peut pas consacrer 29 minutes sur 30 d'un journal public où on paie la redevance au parrainage, au parrainage, au parrainage et au parrainage. Dans la société de confiance, le peuple saura chaque jour ce que font ses députés à l'Assemblée nationale, parce que les débats seront retransmis en direct. Les débats seront retransmis en direct sur une 4e chaîne publique financée par la redevance que payent tous les Ivoiriens. Dans cette nouvelle société qui arrive, l'État rationnel aura une véritable signification. Nous allons réduire le train de vie de l'État. Quand on demande au peuple de serrer la ceinture, il faut serrer aussi la ceinture de l'État. Dans cette société qui arrive, il n'y aura plus de Sénat. Il n'y aura plus de Sénat. Les députés suffisent. Plus de sénateurs. Il n'y aura pas de ministre-gouverneur. Plus de ministre-gouverneur. Il n'y aura pas de grande médiature. Il ne règle aucun problème. Il n'y aura pas de haut représentant du chef de l'État. Il n'y aura pas de vice-président. Il n'y aura pas de conseil économique et social. Et les ministres et les dirigeants des grandes sociétés de Côte d'Ivoire seront responsables devant les députés. Dans la société de confiance, il n'y aura pas d'emploi réservé aux enfants des pauvres et d'emploi réservé aux enfants des riches. L'État y créera les conditions de transparence pour que chaque enfant du pays, quelle que soit son ethnie, sa région, son origine sociale, puisse réaliser son rêve d'exercer le métier de son cœur. Dans cette société nouvelle qui arrive, où l'argent public appartient au peuple, aucun membre du gouvernement ne pourra déclarer devant une population que pour avoir un château d'eau, un hôpital ou une école, il faut voter pour un candidat du pouvoir. Ils ne pourront pas dire ça. La team, vous avez écouté l'honorable Timoko Asali, qui lui aussi est entré dans la donne. Plus le temps passe, nous approchons de la présidentielle de 2025. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi dans la scène. On n'a pas simplement les présidents Babo, les présidents Bédié, ou encore même Soro Guillaume, qui est le jeune certainement le plus connu de la scène politique ivoirienne. Nous avons aujourd'hui aussi les Timoko Asali. C'est pourquoi il dit c'est Blé Goudé qui se néglige. Il dit que lui aussi veut faire son temps. Il dit que lui aussi veut diriger, mais c'est le même qui nous fait comprendre que lui n'est pas pressé. Mais si tu n'es pas pressé, pourquoi tu t'en vas quand même à la justice faire un recours en espérant que le résultat sera positif? Tu viens donc d'avoir encore un résultat négatif de la part du régime RDR. Je ne sais pas sur quoi tu comptais et sur quoi tu attendais. Aujourd'hui, il faut être clair. En Côte d'Ivoire, il y a un dictateur qui dirige là-bas. Et pour moi, tous les mouvements qui sont aujourd'hui en train de se créer, oui, chacun veut gérer son mouvement parce que chacun veut manger. Mais quand on écoute aujourd'hui les discours des hommes politiques, ils dénoncent pourtant tous les mêmes problèmes. C'est ce que nous ne comprenons pas souvent. C'est vrai que les convictions ne sont pas les mêmes, mais les problèmes dénoncés sont les mêmes. Aujourd'hui, on va dénoncer
la liberté d'expression qui n'existe absolument plus. Les enseignants qui revendiquent leurs primes et qui ne reçoivent absolument rien. Les doctorants qui sont sans travail, ils sont tous au chômage. Des établissements scolaires qui sont cassés. Les maisons qui sont cassées. Les denrées alimentaires qui sont devenues trop chères. Le carburant qui est devenu très cher. La boulimie du pouvoir, le vol à outrance, un endettement inexplicable, une injustice totale. Les partis d'opposition et leurs leaders disqualifiés de la course électorale. Un étranger hier qui a eu le privilège d'être un candidat à titre spécial est aujourd'hui en train d'interdire des vrais Ivoiriens de militer et de participer aux élections, à l'instar du président Laurent Gbagbo, de Soro Guillaume et bien évidemment du président Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, qu'on dit qu'il a perdu sa nationalité, même si on dit. Moi j'ai l'habitude de le dire. C'est vrai qu'au vu de la loi, il faut être clair. Tidjane Thiam n'a pas raison et la justice a été claire sur ce point-là. Mais même pour la postérité, Alassane Dramane Ouattara lui-même doit dire à sa justice de revoir cela. Parce que Tidjane Thiam, bien que portant le nom de son père, qui est lui d'origine sénégalaise, Tidjane Thiam est ivoirien. Parce que sa maman est ivoirienne. Donc on ne peut pas dire que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Et pourtant, ceux qui sont au pouvoir vont vous dire non, Tidjane Thiam, si il est ivoirien, ceci, cela. Mais ils vont quand même disqualifier Tidjane Thiam avec comme raison, il n'est pas ivoirien. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il faut faire attention. Il y a donc les Tchimoko à Salé aujourd'hui qui mènent un travail et digne de ce nom. Il faut les féliciter. Il faut apprécier ça. Beaucoup de personnes ont toujours demandé qu'il est important que l'opposition fasse bas la terre et organise un système pour que tout le monde puisse combattre. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a lancé le nom d'un mouvement Trop, c'est trop, où il a appelé tous les enfants de la Côte d'Ivoire à se mobiliser pour entrer dans ce nouveau mouvement qui va s'appeler Trop, c'est trop. Tout le monde aura le droit de se plaindre parce que ce mouvement va appartenir à tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara qui pensait que le président Laurent Gbagbo devait venir combattre avec son mouvement. Genre, le PPACI va combattre. Pourquoi on dit sur le PPACI, le président Laurent Gbagbo est sorti dans le dos en faisant la création d'un nouveau mouvement de combat qui sera Trop, c'est trop. Et Trop, c'est trop, comme il l'a dit, vous l'avez écouté, va regrouper toutes les couches sociaux en Côte d'Ivoire. Peu importe les problèmes que vous avez, vous aurez le droit d'entrer dans Trop, c'est trop. Car le président Laurent Gbagbo, lui, nous a promis qu'on va descendre dans les rues. Mais on ne va pas descendre dans les rues quand M. Alassane Ouattara s'attend. Voilà pourquoi on dit que le président Laurent Gbagbo sort toujours dans le dos. Il avait promis les mots d'ordre. Et le RHDP s'est mis en préparation en attendant les mots d'ordre. Alassane Ouattara, même aujourd'hui, il a pris le vol pour fuir partir à Abidjan. Vous savez que lui, c'est un peu heureux. Moi, le petit mouvement, il va d'abord à Paris. Je parle d'Abidjan, il est parti à Paris parce qu'on ne sait jamais. Une mobilisation peut être lancée et il est arrêté. Donc, il anticipe. Il va d'abord en France. Il est trop sage. Et il laisse ses lieutenants en Côte d'Ivoire. Mais le président Laurent Gbagbo n'a pas donné de mot d'ordre pour une mobilisation, pour une manifestation. Non. Il a donné un mot d'ordre pour la création d'un mouvement qui va s'appeler Trop, c'est trop. Un Ivoirien qui a vu sa maison perdue parce que Ouattara a cassé ça, il va dans le mouvement Trop, c'est trop. Un Ivoirien qui n'arrive plus à joindre les deux bouts, il va dans le mouvement Trop, c'est trop. La lutte va donc prendre un autre virage et le président Laurent Gbagbo a donné un ultimatum au RHDP jusqu'au 15 juin. Si jusqu'au 15 juin, le RHDP n'est pas revenu à de bons sentiments pour sauver la Côte d'Ivoire, alors le combat aura son second palier qui sera la rue et rien que la rue.